De toutes les apocalypses de l'Antiquité, une se distingue parmi toutes les autres. La déchéance de Sodome et Gomorrhe, relatée par l'Ancien Testament. Dieu punit la méchanceté des hommes en détruisant des cités entières dans une tempête de feu et de soufre. Cette légende effroyable est-elle inspirée par une apocalypse réelle? Ce paysage désolé fut le théâtre d'une terrible vengeance divine. L'effroyable histoire de Sodome et Gomorrhe a eu lieu dans le voisinage de la mer Morte. Ce site somptueux est une des merveilles naturelles du monde. Située au centre de l'ancienne Palestine, au Moyen-Orient, la mer Morte sépare la Jordanie et Israël. Dans la Genèse, Sodome et Gomorrhe étaient deux cités de la plaine. Les hommes de Sodome vivaient dans la luxure, et Dieu décida d'éradiquer ces pécheurs impénitents. Il autorisa toutefois Lot, le seul homme pieux de la cité, à fuir avec sa famille. Mais la femme de Lot ignora l'interdiction de regarder en arrière, et elle fut aussitôt métamorphosée en pilier de sel. Dieu fit pleuvoir le feu et le soufre. Il renversa toutes les cités, tous leurs habitants et la végétation. Lot et ses filles furent les seuls rescapés de l'Apocalypse. Ce récit fantastique est-il fondé sur un événement réel? Un homme en est intimement convaincu. Graham Harris, ingénieur géologue, travaille durant une décennie dans la vallée de la mer Morte à recueillir des données sur l'environnement naturel. Une fois à la retraite, il sonde plus profondément les sites archéologiques de la région et établit peu à peu des liens entre les preuves historiques et la légende de l'Ancien Testament. Pour moi, ce passage de la Bible est fascinant, car il décrit minutieusement un désastre qui a eu lieu en un laps de temps très réduit. On a beaucoup argumenté sur l'ampleur et la véracité de cette catastrophe, mais, en bref, Sodome et Gomorrhe ont disparu en un clin d'œil. Cela fait 4000 ans maintenant que les hommes se demandent ce qui a bien pu se passer. Graham a comparé les rares indices du récit de la Bible aux particularités scientifiques de la région. Il pense avoir reconstitué le puzzle d'une tragédie bien réelle ayant frappé une ville bien réelle. La région est soumise à une activité sismique régulière. Les tremblements de terre y sont assez fréquents. Il y en a plusieurs petits chaque année. Mais seul un séisme très violent a pu dévaster Sodome et Gomorrhe. En outre, si les cités ont été édifiées sur un sol instable et que le séisme a provoqué un immense glissement de terrain, cela expliquerait l'évanouissement total des deux cités. L'hypothèse est audacieuse. Un formidable glissement de terrain conséquent à un séisme aurait tellement ravagé les cités qu'il n'en resterait aucune trace aujourd'hui. Les rares vestiges d'autres villes dans la région donnent peut-être une idée de l'apparence de Sodome et Gomorrhe, cités disparues depuis les temps bibliques.
Graham est convaincu qu'il a raison. Mais pour la plupart des scientifiques, son idée n'est qu'une hypothèse. Pour les persuader, il doit prouver que de telles cités existaient dans la vallée de la mer Morte, qu'un séisme les a ravagées et qu'elles ont été englouties par le glissement de terrain qui a suivi. Et même si chaque étape est plausible, Graham pourra-t-il les faire coïncider afin de démontrer que l'Apocalypse décrite dans l'Ancien Testament a bien eu lieu? Sa théorie audacieuse incite plusieurs scientifiques à l'aider dans ses recherches. Celles-ci s'achèveront dans un laboratoire de Cambridge, où doit s'effectuer une expérience simulant la calamité qui a eu lieu il y a 4000 ans. Deux scientifiques renommés sont tellement intrigués par la théorie de Graham qu'ils décident de voir si elle résiste à un examen approfondi. Jonathan Tubb du British Museum est un archéologue spécialisé dans les pays évoqués dans la Bible. Lynn Frostick est subjugué par l'incroyable géologie de la région de la mer Morte. Les deux spécialistes estiment que la théorie de Graham est plausible, mais il leur faut trouver des faits concrets. Je ne crois pas que l'histoire de Sodome et Gomorrhe soit une légende. Je veux trouver des indices géologiques qui expliqueraient la formidable catastrophe qui a frappé les deux cités pour que la Bible en parle 2000 ans plus tard. Oui, la mémoire populaire. C'est ça, je cherche la mémoire du peuple. Quels sont les événements clés à sonder pour pouvoir établir ces faits? Nous devons d'abord rechercher les preuves d'une activité sismique à l'époque où l'on présume que Sodome et Gomorrhe ont existé et ont été détruites. Ensuite, il faut démontrer que les cités étaient érigées sur un sol instable, sur un sol qui a pu devenir instable lors d'un séisme. Nous devons d'abord nous concentrer sur ces deux aspects. Lynn commence par consulter des collègues afin de vérifier si la théorie de Graham coïncide avec la géologie de la région. Jonathan, lui, examine le matériel archéologique afin de déterminer ce qui peut témoigner en faveur de l'existence de Sodome et Gomorrhe. Cela fait 30 ans que Jonathan réalise des fouilles archéologiques en Terre Sainte. C'est un spécialiste des peuplades du pays de Canaan à l'époque de la Genèse. Ses recherches l'ont convaincu que nombre de récits bibliques sont inspirés de faits réels. La Genèse, comme la plupart des livres de la Bible, a été écrite des milliers d'années après les événements relatés. Ces récits n'ont pas été inventés spontanément. La plupart ont repris des traditions orales basées sur des événements réels. Les histoires qui tournent autour de débordements exceptionnels de la mer Morte ont pu inspirer l'histoire du déluge et de Noé. L'Exode est peut-être basé sur le réel exode d'une peuplade étrangère d'Égypte. Jonathan découvre d'ailleurs les racines d'un conte fantastique ici même, à Jéricho. Ces monticules sont les seuls vestiges de la plus vieille cité du monde. La Bible raconte que Josué et son armée marchèrent en cercle en soufflant dans des trompettes et finirent par faire effondrer les murs de la ville. Les fouilles ont permis de découvrir que les murs d'enceinte ont été régulièrement reconstruits à la suite de séismes dévastateurs. Jonathan estime que cette destruction périodique est passée dans le folklore. En ce qui concerne Jéricho, voici comment les choses ont dû se passer.
Alors que les compilateurs de la Bible rédigeaient l'histoire de la conquête du pays de Canaan par Josué, en arrivant à Jéricho, ils se sont dit « Jéricho, attendez un peu. Jéricho, mais oui, c'est la ville dont les murs s'écroulent sans cesse. » Et ils se sont contentés de faire claironner quelques trompettes pour conférer un caractère fantastique à l'histoire. Ils se sont inspirés de faits historiques s'étant déroulés 5000 ans auparavant. Et ils les ont transposés à une époque plus récente. Le processus doit être analogue pour l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si le récit de Sodome et Gomorrhe est basé sur des faits réels, de quand datent ces derniers? Les indices se trouvent dans la Bible. L'histoire de l'Ancien Testament commence avec le périple de Lot, qui quitte l'Égypte pour se rendre au pays de Canaan afin de trouver de bons pâturages pour son bétail. Il décide de s'installer dans la vallée de la mer Morte et fait dresser les tentes près de Sodome. En étudiant les ruines de la région, les archéologues peuvent évaluer l'époque à laquelle ça s'est produit. La Bible fait surtout allusion aux cités de la plaine. Dans toute l'histoire de la Palestine, il n'y a eu qu'une seule période où des cités ont été érigées dans la vallée de la mer Morte. Exactement au début de l'âge de bronze, c'est-à-dire entre 2800 et 2300 avant Jésus-Christ. Les implantations de l'âge du bronze sont-elles suffisamment vastes pour correspondre aux cités florissantes dont parle la Bible? Afin de répondre à la question, Jonathan retourne à Tel Es-Saïdié, un site de fouilles au nord de la mer Morte. Salle après salle, il a mis au jour un bâtiment bien trop vaste pour être une maison privée. Les salles renferment un tas de poteries extraordinaires de différents types. Certains styles lui sont totalement inconnus. À quoi pouvaient bien servir ces jarres? La réponse confirme qu'il a découvert une ville ancienne. Le secret de ce complexe datant de l'âge de bronze a été résolu dans cette pièce. Le sol était jonché de tessons de jarres de grande taille. Plus intéressant encore, au milieu de ces tessons, une couche de noyaux d'olive de 2 cm d'épaisseur. Et parmi ces noyaux d'olive, des coquilles en tas de 7 ou de 13. Comme s'il s'agissait de pions ou de repères destinés à faire les comptes. À l'analyse de tous ces indices, il était évident que ce lieu était voué à la production d'huile d'olive. Pour Jonathan, cet antique entrepôt d'huile d'olive ne peut avoir existé que dans une ville. La simple étendue des sites comme Tel Es-Saïdié démontre que les grandes cités bibliques telles que Sodome ont réellement existé, mais uniquement entre 2800 et 2300 avant Jésus-Christ. Ensuite, elles furent toutes abandonnées. Si la théorie de Graham est correcte, ce fut la seule période où d'immenses cités ont pu être dévastées par une catastrophe naturelle. Qu'en est-il de l'extraordinaire géologie de la région? Soutient-elle la théorie de Graham? La mer Morte, une des merveilles de la nature, est le point le plus bas sur Terre.
Sa surface se situe 400 mètres au-dessous de celle de la Méditerranée. Pour Lynn Frostick, c'est un miracle géologique. Le paysage est spectaculaire, la géologie l'est tout autant. C'est un des endroits les plus fabuleux qui soit pour un géologue. La mer Morte est un lieu tout à fait unique sur Terre. Elle repose sur une très grande faille. La terre s'est tout simplement déchirée et le fond a été englouti. Il s'est littéralement enfoncé dans ce qu'on appelle un bassin d'effondrement. La mer Morte a comblé le trou ainsi formé. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une mer, mais du lac le plus salé au monde. La mer Morte se trouve au centre d'une zone sismique très active. La mer Morte sépare deux continents. D'un côté, nous avons la plaque arabique qui remonte vers le nord, et du côté israélien, nous sommes sur la plaque africaine qui, elle, se dirige légèrement vers le sud. Les deux plaques coulissent donc l'une contre l'autre. Mais comme la faille n'est pas régulière, ça coince un certain temps. Et quand la poussée devient trop forte, ça explose, pouvant provoquer un séisme d'une ampleur extraordinaire. La région de la mer Morte est régulièrement frappée par des séismes. Mais y en a-t-il eu un lors des 5 siècles où les cités de la vallée ont existé? Le village de Numéra se situe sur la rive jordanienne de la mer Morte. Les archéologues ont fait une découverte inattendue au milieu des piles de pierres. Graham s'est rendu sur place, car cette découverte permettrait de prouver qu'un séisme a bien eu lieu à l'époque concernée. Mike Finnegan est un anthropologue médico-légal. Il étudie les restes humains afin de déterminer les causes de la mort. Lorsqu'on lui a apporté 3 squelettes trouvés à Numéra, un détail l'a aussitôt frappé. Cet individu a eu de nombreux os fracturés. Le tibia, par exemple, est fendu en biais. Lorsque les os sont vivants et bien irrigués par le sang, ils se fracturent en diagonale, comme on le voit ici. Mike ne voit qu'une seule explication. Ces hommes sont morts écrasés. Il croit même savoir comment. Nous pensons qu'un séisme de faible intensité a eu lieu. Les habitants ont fui le village et il se peut que ces 3 hommes soient restés pour monter la garde. Mais une seconde secousse a eu lieu et le toit s'est effondré. Les hommes ont été mortellement écrasés sous le poids. Les poutres du toit ont été datées au carbone 14. D'après les analyses, le séisme s'est produit en 2350 avant Jésus-Christ. 2350 avant Jésus-Christ. Il y a près de 4500 ans. Exactement à la même époque et dans la même région. Toutefois, lorsque la Bible raconte l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe en une seule nuit, elle ne mentionne pas de séisme.
Elle raconte que Dieu fit pleuvoir une pluie de soufre et qu'une épaisse fumée monta, comme la fumée d'une fournaise. À notre époque, les séismes sont souvent accompagnés d'incendies, mais c'est dû aux ruptures des canalisations de gaz. En 1995, le séisme qui frappa Kobe, au Japon, a éventré les canalisations de gaz, provoquant d'immenses brasiers. Il y a 4500 ans, les canalisations de gaz n'existaient pas. D'où peut bien provenir le feu mentionné par la Bible? Eh bien, on a découvert que les roches de la mer Morte dissimulent un explosif secret. Dans les années 80, les Jordaniens ont projeté de construire une route sur les rives de la mer Morte. Ils réalisèrent des forages d'essai à quelques centaines de mètres dans les rochers. Mais ils eurent une incroyable surprise. Du méthane inflammable jaillit à la surface et une étincelle l'enflamma. Dans l'Antiquité, un séisme a très bien pu déchirer le sol et faire jaillir du méthane. Le paysage se serait embrasé et l'Ancien Testament aurait trouvé son déluge de feu. Mais un tel séisme aurait-il suffi à faire disparaître une cité entière? Lynn se rend sur un site particulier sur le rivage de la mer. Elle y rencontre le géologue Shmuel Marco. Il a trouvé des preuves d'anciens séismes dans les falaises autour de la mer Morte. Il y a 70 000 ans, le lac salé était bien plus vaste, et une grande partie des sédiments se trouvent aujourd'hui à l'air libre. Cette roche blanche friable est une superposition de couches accumulées au fil des ans. Et ces couches nous révèlent l'activité sismique à travers les âges. La roche est plus blanche quand vous grattez la surface. Oui, et l'on remarque parfaitement deux sortes de couches. En hiver, des débris rocheux dévalaient la montagne et constituaient une couche brunâtre. En été, les eaux de surface s'évaporaient et des particules de craie se déposaient sur le fond, formant une couche blanchâtre. Ce cycle se répétait chaque année. Mais le cycle s'est interrompu plusieurs fois. Shmuel pense que c'est en raison des séismes qui remuaient le fond du lac. Nous avons là une belle preuve qu'il s'agit d'un séisme, car ces couches se terminent à une faille, comme on le constate ici. C'est extraordinaire, c'est flagrant. En mesurant l'écart causé par la faille, Shmuel peut évaluer l'ampleur du séisme. Le déplacement est important. Oui, il s'établit à 1,75 m. Quelle intensité avait le séisme pour provoquer une telle perturbation? Il était au minimum de magnitude 6, car les séismes moins intenses ne déchirent pas la surface terrestre. C'est ce qui explique la faille? Oui, cela a provoqué une remontée du fond du lac. Une remontée du fond. Avec l'étude des séismes à notre époque, nous savons que celui-là était de magnitude 6, et donc dévastateur. Un tel séisme ne peut toutefois pas effacer une cité entière de la carte. Il aurait laissé des vestiges. Alors que sont devenues les ruines de Sodome et Gomorrhe? Les indices se trouvent une fois de plus dans l'Ancien Testament. Les anges ont mis Lot en garde. Sauve-toi dans la montagne pour ne pas disparaître.
C'est ici qu'intervient la seconde partie de la théorie de Graham. Selon lui, si le séisme a eu des conséquences particulièrement dévastatrices, c'est parce que les cités étaient bâties sur un sol instable. Les cités devaient se trouver près d'une source d'eau potable. Mais les rivières sont capricieuses dans la région. Si en été elles sont asséchées, en hiver, les pluies diluviennes les transforment en furieux torrents. Ces torrents instantanés charrient d'immenses quantités de sable et de gravier sur les rives de la mer Morte et créent ainsi un sol instable. Si les cités antiques étaient érigées sur le sol instable des rives de la mer Morte, un séisme de magnitude 6 a pu provoquer un formidable glissement de terrain aux conséquences apocalyptiques. Un sol instable frappé par un séisme peut donner naissance à un phénomène extraordinaire baptisé liquéfaction par les géologues, et lors duquel le sol se liquéfie littéralement. La liquéfaction est très commune dans les régions sismiques sablonneuses. Lorsque le sol n'est pas très compact, qu'il est particulièrement poreux et instable, il se gorge facilement d'eau. Lors d'un séisme, le sol se désagrège, puis il s'effondre et l'eau jaillit à la surface. C'est un peu comme lorsqu'on tapote le sable sur une plage. On voit peu à peu remonter l'eau à la surface. Ces images d'un séisme au Japon en 1964 constituent le seul document filmé du phénomène de liquéfaction. On dirait que des canalisations d'eau ont sauté, mais il n'en est rien, c'est l'eau qui sourd du sol. Les couches de sable et de gravier sur les rives de la mer Morte sont propices à la liquéfaction. Lynn découvre d'ailleurs les signes tangibles du phénomène. Ces grands tourbillons de sable figé témoignent d'une liquéfaction du sol il y a des milliers d'années. À l'origine, le sable formait des couches horizontales, ce qui n'est plus du tout le cas. L'eau jaillissant des sédiments a chamboulé les couches de sédiments et les a fait tourbillonner. Lorsque le sol se liquéfie, toutes les constructions en surface se désagrègent. Le port de Kobe a été complètement dévasté lors du séisme de 1995. Toute cette zone s'est liquéfiée, car elle était construite sur un sol instable de même nature que celui de la mer Morte. J'ai la quasi-certitude qu'il y a eu liquéfaction du sol à l'époque. Cette matière sablonneuse est très propice à la liquéfaction. En s'accumulant, l'eau reste prisonnière de la matière, la pression augmente et ça finit par exploser. Les constructions ne peuvent tenir debout sur un sol liquéfié. Graham suppute que le sort de Sodome et Gomorrhe a été pire que celui de Kobe. Il pense que le terrain légèrement en pente a été emporté par un glissement et a été englouti dans la mer Morte, effaçant ainsi toute trace des cités. Mais sa théorie du glissement de terrain ne coule pas de source. Il faudrait que Sodome et Gomorrhe aient été bâtis sur les rives de la mer Morte, seul sol de la région propice à la liquéfaction.
Et ce terrain caillouteux ne devait pas favoriser l'agriculture. Pourquoi des milliers de gens se seraient-ils installés sur ces rives? C'est vrai, ces rives étaient déjà inhospitalières dans l'Antiquité. La seule raison pour laquelle ils se seraient installés ici, c'est pour tirer profit de la richesse minérale des rives. Graham pense que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient surtout intéressés par une matière naturelle en particulier. Le bitume. Dans l'Antiquité, le bitume était une matière première de valeur. Il était très demandé pour ses qualités adhésives et imperméables. Avant l'invention du ciment, on pouvait jointoyer des blocs de pierre avec du bitume. C'était la matière principale pour assurer l'étanchéité des embarcations. Les Égyptiens le mélangeaient à de la poix pour embaumer leurs morts. Momie vient de mumia, qui signifie mélange de poix et bitume. Les Romains avaient baptisé la mer Morte Lacus Asphaltitus. Strabon, le géographe grec, raconte comment on le récoltait au temps des Romains. On peut donc tout à fait admettre qu'il était déjà exploité dès la haute Antiquité. Afin de savoir si le bitume récolté sur les rives de la mer Morte était utilisé au temps biblique, Jonathan consulte Harry Nissenbaum, spécialiste de chimie organique. Ils se rendent près du lit asséché d'une rivière coulant dans la mer Morte et qui demeure un des rares endroits où l'on trouve encore du bitume à l'état naturel. Là, nous sommes face à la falaise couverte de bitume. Comme ici, par exemple. C'est une matière salissante. Le bitume contient du sable, des graviers et d'autres matières organiques. Il faut le traiter pour l'exploiter. Près de la mer Morte, on trouve d'autres types de bitume plus faciles à récolter. Je vous montre un exemple. Regardez cet échantillon. Superbe. Ce genre de bloc de bitume se trouve occasionnellement dans la mer Morte, flottant sur les eaux. Il est très pur. Ah oui, très pur. C'est du bitume à 99%. Ça alors. Quelle taille atteignent les plus gros? Ils peuvent être énormes. Certains blocs pèsent plusieurs tonnes. Cette photographie montre la taille qu'ils peuvent atteindre. Mon Dieu, ce bloc est énorme. Oui, énorme. Celui-là pèse 1,5 tonnes. Existe-t-il des preuves que le bitume était un produit commercialisé dans l'Antiquité? Harry a analysé la composition chimique du bitume de la mer Morte et l'a comparée à celle du bitume trouvé en Égypte. Voici un échantillon trouvé à Mahadi, un faubourg du Caire en Égypte, et qui remonte à l'âge du bronze. Eh bien, sa composition chimique correspond à celle du bitume de la mer Morte. Les graphiques sont presque entièrement identiques. Ah ouais, ils sont pratiquement identiques. C'est absolument flagrant. En effet, cela signifie qu'il y a 5000 ans, cette matière était exportée de la mer Morte vers l'Égypte. Superbe. L'or noir flottant sur la mer Morte était facile à récolter. C'était une source de revenus tellement importante que Sodome et Gomorrhe ont été édifiés sur des sols dangereusement instables. Lynn et Jonathan ont trouvé des preuves qui soutiennent les divers éléments de la théorie de Graham.
Des cités existaient bel et bien au temps de la Genèse. Il y a eu un séisme important durant cette période, et le sol du rivage est instable. Mais une question cruciale demeure. La combinaison de ces ingrédients a-t-elle pu provoquer un glissement de terrain d'ampleur phénoménale? Une expérience réalisée grâce à la technologie de pointe permet de simuler cet apocalypse de l'Antiquité. Le verdict revient à une machine de l'université de Cambridge. Cette machine tourne si rapidement qu'elle peut écraser un homme en quelques secondes. Seule cette machine est capable de reconstituer la catastrophe qui a eu lieu près de la mer Morte, il y a 4500 ans. C'est une centrifugeuse. Sa vitesse maximale est de 150 tours à la minute. Plus elle tourne vite, plus la force de gravité au bout du bras est élevée. Les pilotes de combat s'y entraînent pour simuler la puissance du décollage. À 50 tours minute, le poids du pilote est multiplié par 10. On y réalise des tests avec des maquettes d'immeubles afin de vérifier si les immeubles réels résisteront à des séismes d'une magnitude donnée. Les expériences menées à Cambridge sont si précises qu'on les utilise pour sélectionner les sites d'implantation des centrales nucléaires. Nous allons créer une maquette avec le même type de maison qu'il y a 4500 ans à Sodome et Gomorrhe. Puis, nous allons tester si la cité a pu glisser dans la mer Morte suite à un séisme de magnitude 6. Les techniciens commencent par créer le sol instable à l'aide de couches de sable et d'argile importées de la mer Morte. La première couche est prête. Du sable entièrement imbibé d'eau pour représenter le niveau hydrostatique de la mer. La couche suivante est déterminante pour la théorie de Graham, car c'est elle qui a dû provoquer le glissement de terrain ayant englouti Sodome et Gomorrhe. Constituée de roches pulvérisées, elle représente la couche d'argile imperméable située entre les couches de sable. Si la liquéfaction se produit, l'eau jaillira du sable, mais restera prisonnière sous la couche d'argile. Si l'eau exerce une trop forte pression, la couche d'argile formera un coussin glissant et la couche de terre supérieure commencera à glisser vers la mer. Une fois la maquette en place, elle est reliée à des capteurs destinés à mesurer l'accumulation de l'eau. Un autre fil est relié à un simulateur de séisme. Lynn a demandé qu'on produise un séisme de magnitude 6. On termine par l'installation des maisons. Bien que ces maquettes semblent rudimentaires, elles ont été construites d'après des données rigoureuses fournies par Jonathan. Une fois en mouvement dans la centrifugeuse, elles se comporteront comme de vraies maisons. Mise en route de la centrifugeuse.
Mise en route. Alors que la machine prend de la vitesse, la force centrifuge fait monter la maquette. Augmentez la vitesse à 20 G. Augmentez à 20 G. La centrifugeuse fait 65 tours à la minute. Elle génère une force de 20 G qui serait fatale pour l'homme. Mais pour reproduire les conditions de la catastrophe, la machine doit tourner beaucoup plus vite. Montez jusqu'à 50 G. 50 G. La centrifugeuse a atteint la vitesse cible générant 50 G. La maquette est soumise à une pression 50 fois supérieure à la pesanteur. Les maquettes peuvent maintenant réagir comme de vraies maisons. Il est temps d'enclencher le séisme. Déclenchez le séisme. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soudain, l'image de la caméra à bord de la maquette se brouille. L'expérience est terminée. Mais il est encore impossible de voir ce qui s'est passé. Stop the machine. Arrêtez la machine. Machine arrêtée à 15h47. Gopal doit attendre l'arrêt complet du bras avant de vérifier le résultat. Incroyable. Oh, it's done a lot. Les effets sont très importants. Houses have sunk. Les maisons se sont enfoncées. You can see where the Vous voyez où se trouvait le rivage au départ. The oil has gone pretty much. Le sol s'est effondré d'un bon mètre. Remember when we made the model, we Lorsque had nous avons rock construit la maquette, as an impermeable un parterre de layer roches formait une couche imperméable censée empêcher l'eau de surgir. Now, what we have here is the Mais la pression de l'eau est devenue si forte après le séisme qu'elle a poussé cette matière fine jusqu'à la surface. À l'analyse de ce phénomène, on peut affirmer avec certitude que la couche inférieure s'est liquéfiée. Les maisons se sont enfoncées d'un bon mètre dans le sol liquéfié. Mais elles semblent avoir à peine bougé horizontalement. Le test a démontré que la couche inférieure s'était liquéfiée. Le glissement de terrain qui aurait dû suivre a été empêché par les parois de la caisse. Sans ces parois, le terrain aurait pu glisser plus loin. Seules les données enregistrées pourront nous confirmer l'ampleur du glissement. Les milliers de mesures réalisées grâce au capteur donnent un résultat inespéré. L'eau ayant filtré à travers la couche de sable est restée prisonnière sous la couche imperméable, transformant celle-ci en coussin glissant. Gopal est sidéré, car l'eau est restée très longtemps prisonnière, ce qui a dû prolonger le glissement de terrain. Ce qui s'est passé, c'est que la couche supérieure et les constructions ont dû glisser près de 15 minutes sur le coussin, parcourant ainsi plusieurs kilomètres. Cela signifie que toutes les maisons ont été englouties par les eaux de la mer Morte. L'expérience dessine une tragédie épouvantable. Peu après le début du séisme, le feu s'est déclaré. Ensuite, le sol sous la ville s'est transformé en sable mouvant. Pour finir, les constructions furent irrémédiablement entraînées jusqu'au fond de la mer Morte. Ce fut l'anéantissement total. Toute la population a dû périr et la ville a dû être entièrement détruite et engloutie en 20 minutes à peine.
Attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gopal est convaincu que l'expérience confirme la théorie de Graham. C'est au tour des autres membres d'analyser les résultats. Pour Graham, l'ultime examen de sa théorie est un moment particulièrement angoissant. À l'analyse de ce phénomène, on peut affirmer avec certitude que la couche du bas s'est liquéfiée. Pour être honnête, je suis tout simplement ravi. Je suis même fou de joie. Le mot n'est pas exagéré pour un homme aussi renfrogné que moi. Cette découverte ouvre grandement le champ des recherches. Il faudrait peut-être sonder le fond de la mer Morte. Graham est convaincu que Sodome et Gomorrhe gisent au fond de l'eau. Jonathan pense que la liquéfaction est à l'origine du récit biblique, mais que les ruines ne sont pas immergées. L'expérience l'a toutefois persuadé d'une chose bien précise. Le cataclysme qui s'est produit était d'une telle ampleur que les peuples l'ont intégré dans leur folklore et l'ont transmis à travers les millénaires. Le test a démontré un phénomène de liquéfaction très important et un séisme de grande ampleur. Cela prouve que les deux sont possibles et qu'ils ont pu se produire ensemble. Bien que la légende de l'Ancien Testament ne puisse être envisagée de manière littérale, la destruction à laquelle elle fait allusion peut bien être inspirée d'une catastrophe bien réelle. Graham est ravi que sa théorie résiste à l'examen scientifique. Son plus grand espoir, c'est que des géologues et des archéologues suivront sa piste et daigneront sonder le fond de la mer Morte à la recherche des vestiges de Sodome et Gomorrhe. Selon lui, cela donnerait lieu à une découverte majeure. Le but ultime, c'est de trouver des restes organiques, que ce soit des anciens habitants ou bien du bois utilisé à l'époque de la splendeur de Sodome et Gomorrhe. Une fois en possession de tels éléments, on pourra les dater au carbone 14 afin de fixer une date définitive pour cet événement biblique. Nous aurons ainsi repoussé les limites de la connaissance de la Bible.